Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Thierry Amar, président d'Offre Média, sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle que c'est une émission en direct diffusée sur le site de Décideur TV, mais également sur le site du Journal du Net et d'Offre Média, et que vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité. Alors justement, notre invité, qui est-il? Diplômé de Sciences Po et de l'ESSEC, mais également ancien élève de l'INSEAD, il a exercé des fonctions de direction chez Infomatin, au Monde Interactif, à Télérama, avant de prendre la vice-présidence du groupe Le Monde en 2007. Il dirige ensuite France Culture, puis France 5. Il est également à la tête de l'école de journalisme de Sciences Po Paris et est aujourd'hui directeur général délégué au programme, aux antennes et au développement numérique de France Télévisions. J'ai nommé Bruno Patino. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous êtes donc en charge entre autres du développement numérique des programmes de France Télévisions. D'abord une question très générale, où en êtes-vous dans votre feuille de route du développement numérique ? On en est, en gros, on en est là où on voulait être, si vous voulez. C'est-à-dire moi je suis arrivé, comme vous l'avez mentionné, il y a 3 ans. Et l'objectif avec Rémi Fimelin, c'était vraiment d'essayer à la fois, il faut le dire quand même, de donner un coup d'accélérateur au numérique à France Télévisions, dont on pensait qu'elle était en retard par rapport à là où elle aurait pu être, hein, et puis de poser les jalons de choses extrêmement importantes qu'on sentait venir, à savoir à la fois la télévision connectée, et puis ces modifications dans les modes narratifs, les façons de consommer la télé, les façons de la vivre qui arrivaient. Donc aujourd'hui, on peut pas, on n'est jamais à mi-chemin, parce que le chemin ne s'arrête jamais, mais disons qu'on a... sur les 3 grandes directions qu'on voulait prendre, on a avancé très significativement, oui, bien sûr. Quelles sont les 3 directions précisément vous pouvez Alors, rappeler les 3 directions, elles sont les suivantes. La première chose, c'est qu'évidemment, c'est presque maintenant une banalité de le dire, mais les contenus télévisuels doivent pouvoir vus sur tous les écrans, avec toutes les interfaces possibles, tous les usages des consommateurs, des téléspectateurs, télénautes, peu importe comment on les appelle. Donc la première grande direction, c'était ce qu'on a appelé nous l'hyperdistribution, mettre les contenus de France Télévisions partout sur tous les écrans, toutes les interfaces. Aujourd'hui, Plus, puisque c'est de ça dont on parle, c'est la télévision de rattrapage et en direct. C'est présent sur... toutes les box ADSL, c'est présent sur toutes les interfaces ou tous les systèmes en termes macOS ou autres, c'est présent sur les tablettes, c'est présent sur les smartphones, c'est même présent sur certaines consoles de jeux. Ça se développe en OTT, c'est-à-dire les services qu'on appelle over the top à un moment donné. Donc, ça, c'est la première grande direction. La deuxième grande direction, c'était de développer petit à petit pour préparer à la fois la télévision connectée et tout ce qui arrive, ce que j'ai appelé des verticales, c'est-à-dire des grandes thématiques qui rassemblent le savoir-faire de France Télévisions, non pas autour des marques de chaînes, mais autour de thématiques. Donc France TV Info, qu'on a lancé maintenant il y a 2 ans et 2 mois ou 3 mois, c'était la façon de structurer l'offre en termes d'information de France Télévisions. Cette verticale-là, elle a été créée. France TV Sport a été créée. Je rajoute à ça France TV Éducation, Culture Box qui est l'offre culturelle et bientôt la plateforme jeunesse qui va voir le jour cette année en 2014. Donc deuxième grande direction, les verticales. Troisième grande direction, si vous voulez, préparer effectivement toutes les formes narratives, donc social TV comme on dit, c'est-à-dire l'arrivée des réseaux sociaux dans la façon de consommer la télévision, le transmédia, les nouvelles écritures et des développements spécifiques. 3 grandes directions. Quel est votre bilan finalement de ces verticales? Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de développement? Est-ce que c'est plus de l'audience, de l'engagement? Mais le bilan, il est parce qu'il est double, si vous voulez. D'abord, je pensais que la petitesse du rôle de France Télévisions dans le domaine de l'information dans l'univers numérique était un problème, alors que France Télé est une référence absolue dans le domaine de l'information en général et sur la télévision. Et donc les grands acteurs de l'audiovisuel public, une part de leur légitimité très importante, c'est d'être un acteur majeur de l'information. Donc le bilan pour France TV Info, qui est à la fois au départ une équipe rédactionnelle dédiée, mais qui travaille avec l'ensemble des rédactions de cette maison, donc au sein des équipes dirigées par Thierry Tuillier, qui est le patron de l'info à France Télévisions, si vous voulez. D'abord, c'était, il faut que France Télé
soit conforme à son rang dans l'univers numérique aussi. Parce qu'une part de sa légitimité se joue là. Ça, c'est chose faite. Deuxièmement, je voulais arriver à faire en sorte que l'offre d'information de France Télévisions rentre au minimum dans le top 10 et un jour, j'espère, dans le top 10 et un jour, j'espère, dans le top 5 des acteurs de l'information dans l'univers numérique. On est dans le top 10 aujourd'hui, 8e, 9e, 7e, suivant les mois. Je parle du panel médiamétrie. Donc le bilan, oui, on a fait une partie du chemin. Il faut arriver un jour ou l'autre à être dans ces 5 acteurs majeurs. La troisième chose, si vous voulez, par rapport au bilan, et donc là, ce n'est pas un terme d'audience, c'est par rapport à ce qu'on prépare. Pour l'instant, les téléviseurs se connectent petit à petit. Et peu importe de la façon dont ils se connectent. Ils se connectent via la box, via le Wi-Fi et l'interface du téléviseur. Chromecast va arriver en France, ça va se connecter là. Et donc, on va voir arriver, si vous voulez, une offre sur le téléviseur à la demande ou en tout cas délinéarisée, et préparer France Télévisions à être active dans cet univers-là, c'est aussi le but des verticales. Donc, ces verticales-là, elles existent, elles me satisfont pleinement parce qu'elles sont dans l'univers de légitimité de France Télévisions. J'ai cité la culture, j'ai cité l'éducation, le sport, l'information et la jeunesse. Donc vraiment, c'est notre univers de référence de ce que doit être un audiovisuel public. À la fois, ça permettait de rattraper le retard, de structurer l'offre et surtout, ça prépare ce qui arrive. Alors vous parlez donc de votre développement au niveau de la télévision connectée, mais le concept de télévision connectée en lui-même fait pourtant peur au paysage audiovisuel français car il pourrait remettre en cause les systèmes économiques classiques et systèmes économiques actuels. Comment France Télévisions se positionne par rapport à cela ? Alors d'abord, il y a une chose très simple. France Télévisions, c'est l'audiovisuel public. Oui. C'est-à-dire que chacun des Français, par l'intermédiaire de la redevance, paye pour France Télévisions. Donc là, le raisonnement, il est extrêmement simple. France Télévisions, c'est un service public. Il est donc au service du public, de tout le monde, et donc au service des usages du public. Donc, avec Rémi, c'est très clair, nous ne voulons couper France Télévisions d'aucun des usages en développement. Parce que chacun des usagers paye pour France Télévisions, c'est sa télévision, ce n'est pas notre télévision. L'actionnaire de France Télévisions, c'est chacun des Français. Et donc, il serait anormal pour France Télévisions de ne pas répondre aux usages qui se développent. Oui, on doit être disponible, quels que soient vos choix technologiques, quelle que soit la façon dont vous décidez de regarder la télé. Ce n'est pas à nous de choisir la façon dont vous allez la regarder, l'interface avec laquelle vous allez la regarder ou l'outil avec lequel vous allez la regarder. On doit être disponible pour vous. La deuxième chose, la télévision connectée, on met plein de choses derrière ce mot. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire, on ne regarde pas la télévision connectée, mais les gens connectés regardent la télévision. Et donc, qu'est-ce que ça change quand des gens connectés regardent la télévision ? Plein de choses. En plus, les gens connectés, c'est plus juste une petite partie de la population ou les jeunes. De plus en plus, la société elle-même est connectée. Et donc, ça peut changer plein de choses, les gens connectés qui regardent la télévision. D'abord, ça change évidemment l'interaction qu'ils peuvent avoir avec le programme. Et donc, la Social TV, ça fait partie d'une certaine façon de la télévision connectée et ça va rentrer dans les interfaces télévisuelles elles-mêmes et pas seulement sur un écran qui n'est pas synchronisé avec l'écran de téléviseur. Ça change aussi évidemment toute l'offre télévisuelle puisque ça permet à des acteurs qui ne sont pas des chaînes de télévision de rentrer sur le téléviseur. Et ça, évidemment, ça fait peur. Justement, au niveau de l'offre sur la télévision connectée, est-ce que vous faites une différence entre les différents supports que vous proposez, à savoir les seconds écrans, Internet ou la télévision connectée ? Est-ce que l'ambition de France Télévisions est de proposer une offre unique, déclinable sur tous les supports, ou au contraire différentes offres pour chaque support ? Un support, c'est un usage. En gros, si vous voulez, qu'est-ce qu'on appelle un usage ? Personnellement, j'ai tendance à le définir autour de 3 éléments. C'est un triangle, on dit souvent aux équipes le triangle de l'usage. C'est d'abord un contenu, c'est un contexte d'utilisation très important, que le contexte, que vous soyez dans le métro, chez vous ou autre, etc. Et puis, c'est une interface / écran. Et ces 3 choses-là, dès lors que vous faites bouger un paramètre, vous changez un paramètre de l'usage. Donc imaginez qu'il y ait une neutralité, si j'ose dire, du contexte ou une neutralité de l'écran serait illusoire. Bien évidemment que ça rétroagit sur l'ensemble de l'offre. Alors, on n'est pas forcément en mesure, toujours techniquement, d'avoir une offre totalement adaptée à l'ensemble des écrans, à l'ensemble des usages, parce que le nombre d'usages est beaucoup trop grand. Mais en revanche, qu'on doive aller dans cette direction, c'est une évidence. Il n'y a pas de neutralité de l'interface, il n'y a pas de neutralité de l'écran, ça rétroagit sur l'ensemble de l'expérience. Est-ce que vous pensez que la conversation en télévision encourage l'audience ? Est-ce que ça encourage l'audience ? Je ne sais pas si je le dirais suivant ces termes-là, mais en gros, une chose, on le sait, la télévision, les programmes de télévision, ça a toujours été un média conversationnel.
Les sociologues disent qu'il y a eu 3 âges, il y a eu l'âge de la société, l'âge de l'opinion, maintenant on rentre dans l'âge de la conversation. Dès le début, la télévision était dans l'âge de la conversation. Alors la conversation, ce que disent les Américains, autour du water cooler, en France on dit autour de la machine à café, mais café ou eau, c'était toujours la conversation en même temps que vous regardiez la télé, ça c'est le canapé, ou le fauteuil, ou le salon, et c'était la conversation le lendemain autour de la machine à café, ou la veille du programme autour de la machine à café. Et donc, si vous voulez, le numérique a amplifié considérablement ça. Et donc, est-ce qu'il y a une corrélation directe entre le niveau de conversation et le niveau d'audience? Sur certains programmes, c'est une évidence. Sur d'autres, non. Ce que je crois en revanche, c'est que petit à petit, on va mesurer 2 choses différentes, qui sont d'une part la quantité de gens qui regardent ce programme, ça c'est l'audience classique, mesurée par médiamétrie, et d'autre, l'intensité de l'engagement ou de la conversation autour. Il y aura des programmes très forts en audience qui engageront beaucoup de conversations, d'autres programmes très forts en audience qui n'engageront pas beaucoup de conversations, ça arrive, on en voit, des programmes plus faibles en audience qui auront un très fort niveau de conversation, et ceux-là, moi j'en suis sûr, seront très importants pour déterminer l'identité des différentes chaînes de télévision, des programmes avec peu d'audience et avec peu de conversation, et ceux-là, potentiellement auront quelques petits problèmes. Et à propos d'offres second écran, comment vous jugez en termes de niveau par rapport à vos concurrents TF1, M6 et Canal+? Vous considérez plus en avance, au même niveau? En tout cas, on est dans la course. Après, si vous voulez, en termes de second écran, tout le monde est à peu près convaincu que le second écran, il y a quelque chose à en faire. Mais après, il y a plein de questions qui se posent. Donc, est-ce qu'il faut un second écran unique pour une chaîne de télévision, quel que soit son programme, ce qui est une des voies qui a semblé suivre TF1. Est-ce qu'il faut un second écran, même si le modèle industriel est à peu près le même, adapté à chaque émission, qui est le modèle que nous avons plutôt suivi, mais est-ce que c'est un modèle d'ailleurs? C'est une modalité. Est-ce que le second écran, c'est un second écran d'accompagnement? Est-ce que c'est un second écran de commande par rapport à ce qui peut se passer? Parce qu'avec les technologies AirPlay, Chromecast qui arrivent, le second écran va devenir de plus en plus un second écran de commande. Et l'application publicitaire aussi également. Et par ailleurs, le second écran vous permet, c'est très juste ce que vous venez de dire, de conjuguer à la fois l'expérience collective du téléviseur, nous sommes 5 à regarder un même programme, et l'expérience individuelle de l'interaction que vous avez avec le second écran. C'est-à-dire, nous avons beau être 5, 4 ou 2 dans la pièce à regarder le même programme, en même temps, j'ai une expérience individuelle puisque je suis sur ma tablette en train d'avoir, et pour les publicitaires, c'est évidemment intéressant. C'est intéressant parce que ça permet d'amplifier, sans faire de la publicité pour un réseau social connu, à un moment donné, le message publicitaire que vous pouvez avoir, mais ça permet aussi de renforcer l'affinité du message publicitaire à un moment ou à un autre. Alors comme vous le savez, les internautes peuvent également nous poser des questions en direct. Invité 807 vous demande, avez-vous peur de Netflix? Est-ce que j'ai peur de Netflix? D'abord, moi j'ai plutôt de l'appétence en général pour les temps qu'on vit, sinon je ne serais pas en train de faire du numérique depuis le temps, donc moi ça m'intéresse évidemment. Donc, est-ce que j'ai peur? J'en suis pas sûr, mais est-ce que je pense que l'arrivée de Netflix, ou qu'en tout cas l'arrivée de la SVOD, c'est-à-dire de la vidéo par abonnement, va avoir lieu en France? Oui, bien sûr. Et est-ce que ça va changer des choses? Oui, bien sûr. Ça va en changer beaucoup et ça va en changer, je crois, pour l'ensemble des acteurs audiovisuels. Donc, peur, je n'utiliserai pas ce mot-là, mais est-ce que l'arrivée de Netflix ou de tout autre service de SVOD peut changer énormément de choses dans l'univers de l'audiovisuel? Oui, bien sûr. Et je vais également prendre une question de Jojo Mango qui va nous permettre ensuite de passer à France 4 qui explore de nouveaux programmes de télévision pour Internet. Un programme conçu pour le net peut-il trouver sa place à la télévision? C'est une question, si vous voulez. D'abord, c'est une question qui nous amène loin parce que on s'aperçoit de plusieurs choses. D'abord, évidemment, l'ordinateur et le téléviseur sont 2 choses totalement différentes. Mais en même temps, les grands acteurs du numérique vont rentrer sur le téléviseur. Et en même temps, les outils de production des grands formats télévisuels, la HD, tout ce que vous avez, petit à petit se démocratisent. Et on est au tout début de cette nouvelle ère, où je vous renvoie à la lettre de Martin Scorsese à sa fille, qui veut être cinéaste. Et Martin Scorsese lui disait, tu sais, le meilleur reste qu'à venir, parce que les outils dont tu vas disposer coûtaient avant une fortune et donc on passait par la case économique. Aujourd'hui, tout le monde va en disposer et donc c'est le talent qui fera la différence. Et donc petit à petit, on voit effectivement que ces outils qui étaient réservés à la très grande industrie de la télévision, pour beaucoup d'autres choses, vont être plutôt démocratisés. Maintenant, les formes narratives, elles sont pour l'instant très différentes.
mais en même temps, on voit une imbrication petit à petit qui commence à avoir. Donc, moi, je ne crois pas, même si on le fait, hein, je ne crois pas, si vous voulez, à la transposition immédiate, c'est-à-dire sur le téléviseur, regardez quelque chose que vous regardez sur YouTube, immédiatement, ça marche sur YouTube, donc ça marche sur le téléviseur. Mais, ce que vous allez regarder sur le téléviseur, d'abord, va être nourri énormément et de plus en plus par ce qui se passe dans l'univers de l'Internet. Et par ailleurs, les gens qui font des choses sur Internet vont investir le téléviseur. Je dis bien les gens, les talents. Et donc le but, pour nous, c'est d'ouvrir les portes à ces gens-là. Et évidemment, dans un premier temps, vous parliez de France 4, j'en parle déjà, mais dans un premier temps, je veux dire, leurs productions qui sont totalement faites pour l'ordinateur, pour le smartphone ou autre, on peut les montrer sur le téléviseur et ça marche plus ou moins bien, c'est plus ou moins adapté. On le fait déjà au sein de France 4 avec quelque chose qu'on appelle Studio 4.0, où on expérimente les nouvelles écritures, ces formes-là, et on les met sur le téléviseur comme une exposition sur le téléviseur. Cette offre-là va être considérablement renforcée avec la refonte de France 4 en mars, puisqu'elle va devenir à peu près quotidienne. Mais cette offre-là va évoluer, évidemment, c'est-à-dire qu'elle va apprendre aussi le nouvel endroit où elle s'exprime. Et donc, on peut parler de France 4 justement du positionnement parce qu'en fait il y a eu différentes annonces avant l'été, après l'été. C'était d'abord prévu au début janvier, puis après vous avez annoncé un lancement fin mars pour la grille de France 4. Et sur une thématique alors entre jeunes, jeunesse, nouvelles écritures. Quelle définition de la jeunesse? Plutôt enfant? Est-ce que le calendrier de France 4 est lié à celui de Gulli par exemple? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors sur France 4, d'abord il n'y a pas un lancement de nouvelle chaîne, il y a ce que mes ex-collègues de presse écrite appelleraient une nouvelle formule, c'est-à-dire qu'on modifie substantiellement la grille de France 4, mais on ne relance pas une nouvelle chaîne. Ce n'est pas D8 qui change, qui se refait de fond en comble, c'est pas. Donc, parce qu'il va y avoir beaucoup de points qui vont être gardés du France 4 actuel. Il y a déjà de la jeunesse et de l'animation sur le France 4 actuel. Là, je vais revenir sur le positionnement général. La plage va être élargie. Studio 4.0, c'est déjà là. Vous retrouvez des programmes ou des marques qui sont déjà présentes, comme Monte le son, Viens dîner dans ma cité, ou des choses comme ça, qui sont présentes. Également HeroCorp ou les textapes d'Alice. Exactement. Et les textapes, ça a été lancé il y a quelques jours. Hein. D'ailleurs, c'est un bon accueil, mais les textapes, c'est évidemment totalement fait pour cette refonte de France 4. Donc, HeroCorp, c'est la 4e saison, je crois, et c'est pareil. Donc, si vous voulez, là-dessus, nous, on est plutôt dans une logique où on dit on la refond, et c'est une nouvelle formule, on ne relance pas une nouvelle chaîne. Ce n'est pas une nouvelle chaîne, on n'a pas une cérémonie de lancement, on n'a pas redéposé quelque chose de complètement différent. Maintenant, le positionnement, il est extrêmement simple, hein, et il a toujours été le même dans le projet qui a été le nôtre. C'est la chaîne effectivement des jeunes publics, Rémi Fimelin dit des nouveaux publics, et après, elle ne s'adresse pas à la même tranche d'âge à toute heure de la journée, mais comme c'est pratiquement le cas de toutes les chaînes de télévision. Et donc oui, évidemment, je ne vais pas aujourd'hui déflorer ce qui sera à un moment donné dit, mais évidemment avec une plage jeunesse élargie, mais en même temps, jeunesse, ça ne veut rien dire, parce que vous adressiez à ce qu'on appelle le preschool à un moment donné, ou les kids, enfin, le CSA n'aimerait pas ces termes anglais, mais disons, les tout petits, les un peu moins petits, les un peu plus jeunes, les ados, et voire les jeunes adultes, tous ces gens-là seront concernés par France 4, mais pas au même moment, comme encore une fois, c'est absolument naturel dans les grilles d'une chaîne de télévision. Lors de ses vœux, Aurélie Filippetti l'a défini comme une chaîne adressée au jeune public. Au jeune public et au public jeune, et suivant les heures de la journée. Mais il y aura des fils rouges, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, à des moments de la journée, il y aura plus d'animation ou plus de magazines destinés à l'enfance qu'à d'autres où ça sera adressé à un public plus jeune, jeune adulte ou autre, mais avec des fils rouges en termes d'habillage, en termes d'infos, etc. J'y reviendrai plus tard, mais voilà l'idée. Et l'idée pour nous, c'est d'être au plus près justement de ce jeune public-là, non seulement dans ses goûts, mais aussi dans ses usages. Et donc cette chaîne-là, elle s'accompagne de tout un dispositif numérique, transmédia ou autre, parce que justement on veut coller aux usages et on veut coller aussi au mode narratif qui intéresse ce public-là. Les plus jeunes aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques aux États-Unis, vous voyez que, je parle des tout petits, aujourd'hui ils regardent leurs offres sur tablette.
Pourquoi? moins Parce sur que la télévision. la tablette permet de répéter à l'infini un dessin animé que j'ai aimé. Ils sont habitués déjà au tactile, aux réseaux sociaux, pas à Facebook, ils n'ont pas l'âge en théorie, mais au fait d'être dans ce genre de conversation, au partage, à tout ça. Et donc, si vous voulez, ils ont l'habitude aussi de regarder des formats courts sur le web et autres. Est-ce qu'il y a une liaison entre le calendrier de revente des parts de Gulli et le relancement ou la nouvelle grille de France 4? Il y a une liaison, il y a toujours une liaison à un moment ou à un autre, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est séparé des programmes? Donc oui, il a fallu faire les choses dans le bon ordre, bien sûr. Et alors si on revient sur les programmes maintenant, donc vous explorez différents types de formats sur Internet. Quelles sont les clés d'un bon format sur Internet et d'un bon programme sur Internet? Bon, évidemment, c'est un peu la réponse que tout le monde cherche aujourd'hui, mais comme vous avez exploré depuis quelques années. Mais votre réponse, c'est vous qui avez la bonne réponse. C'est-à-dire que tout le monde cherche ça, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va dans plusieurs pistes, plusieurs voies. Et on voit que certains codes commencent à arriver. Alors, je ne veux pas dire là, il n'y a pas de recette. Mais de la même façon, quelles sont les recettes d'un bon programme de télé? Ça dépend. Les recettes d'une bonne fiction, d'un bon événementiel, d'un bon programme de divertissement, elles sont totalement différentes. Ce qu'on voit malgré tout, c'est qu'il y a des choses dans le rythme, dans le changement de ton et dans la possibilité d'avoir, j'allais dire, des mises en abîme narratives. On voit bien qu'il y a des pistes qui sont là. Un peu de... Les programmes sur Internet utilisent l'autodérision quand même, non pas comme modèle unique, mais il y a toujours des petits moments d'autodérision. Les ruptures de rythme sont assez importantes. Les effets de surprise, etc. On voit que ça arrive. Mais maintenant, vous dire c'est la recette ultime, c'est ça qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que par ailleurs, on développe beaucoup de choses en termes de transmédia, c'est-à-dire en même temps un programme télé et en même temps un dispositif numérique. Et on voit bien, si vous voulez, que quand même, certains codes qui viennent du jeu rentrent dans ces formes narratives dans l'univers numérique, du jeu vidéo, j'entends. Voilà. On peut aborder un petit point sur la mesure d'audience, parce que Ouais. vous avez la semaine dernière présenté des résultats quali-TV, donc qui étaient des résultats qualitatifs d'audience télé. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin en parallèle sur le numérique, sur l'audience web, que le quantitatif, et comment on pourrait y arriver? Mais je rejoins ce qu'on se disait tout à l'heure rapport à sur la l'engagement. télévision. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait bien, mes agrafes, autres ou d'autres, sont en train de mesurer l'engagement. Mais on n'est qu'au tout début. La vraie mesure de l'engagement, et ils le cherchent, eux et d'autres cherchent, ça va être la mesure, j'allais dire, d'un engagement sémantique, c'est-à-dire pas seulement d'un engagement quantitatif. Donc aujourd'hui, nous, on le fait, on le regarde pour certains programmes manuellement, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand vous êtes derrière votre timeline ou dans les conversations, vous regardez comment petit à petit les conversations basculent, vous regardez les adjectifs qui sont faits. On est au tout début, mais bien sûr qu'il faut aller vers ça. C'est-à-dire que si vous mesurez une conversation à un moment donné, l'intensité de la conversation est intéressante, est importante, mais le ton aussi de cette conversation. Je vais vous donner un exemple, et je fais exprès référence à quelque chose d'ancien. Lorsque on a diffusé les primaires socialistes, en tout cas la grande émission de télévision pour les primaires socialistes avant l'élection présidentielle, quand vous suiviez les conversations ou les timelines, clairement, vous voyez qu'il y a eu 3 moments dans cette émission. 3 tons différents dans la conversation par les mêmes gens. Vraiment, il y a 3 moments. Un moment extrêmement sérieux, où les gens où les gens remettent en question les chiffres, les arguments. Un moment plus de compétition sportive, qui est en train d'avoir le dessus sur qui, et un moment plus télévisuel, avec des traits d'humour possibles, voilà. Donc ça dit quelque chose du programme aussi, à un moment. Et ce sera notre dernière question, donc une question d'internaute. Invité 807 toujours nous demande, le second écran ne deviendrait-il pas le premier? Je ne sais pas, si vous voulez. C'est-à-dire que le second écran, est-ce qu'il va devenir une télécommande? Est-ce qu'il va devenir votre univers d'accompagnement individuel? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la partie des gens qui utiliseront un second écran en même temps que le premier va croître de façon exponentielle. Ça, j'en suis sûr. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Bruno Patino d'être venu sur notre plateau. Merci à vous Thierry Amar. Merci aux internautes pour toutes vos questions. La semaine prochaine, Anne de Vulder pour Décideur TV et Nicolas James pour le Journal du Net recevront Eric Arderdor, directeur général d'Horizon Média et président du SRI. Très bonne journée à vous.